Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue au webinaire Carrière by Novojob. C'est toujours un réel plaisir de se retrouver avec un professionnel pour pouvoir échanger sur des thématiques toujours plus pointues en relation avec la gestion de carrière, avec les projets professionnels. Merci d'être présent, merci pour votre fidélité, merci pour votre participation. Et j'espère que vous nous recevez bien. Est-ce qu'on peut faire juste un petit test de son dans le chat? Je vois que Joël Koulibaly nous salue et nous aimerons avoir le feedback des autres avant de commencer. Voilà, vous êtes nombreux, merci d'être là. Alexis, salut. Diop, voilà, le son est très bon, parfait. Alors, nous aussi, nous avons hâte de démarrer et notre invité est avec nous cet après-midi. Avec grand plaisir, nous allons l'introduire tout à l'heure. Mais comme vous le savez, ce webinaire a deux parties. La première partie, c'est le moment de la présentation du thème. Notre intervenant va dérouler la présentation. Nous vous invitons à être très attentifs et à poser vos questions au fur et à mesure, sans les attendre, sans attendre la fin de la présentation. Posez vos questions dans l'onglet questions. Pas dans le chat, s'il vous plaît, dans l'onglet questions. Le chat, c'est juste pour des interactions, c'est juste pour des commentaires particuliers, si une partie vous a marqué ou bien vous aimeriez apporter un additif, une contribution, mais pour des questions, laissez-les dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Alors, merci d'être là, merci de vous connecter et sans plus tarder, nous allons démarrer notre webinaire de ce soir. Alors, je présente notre invité. Il est diplômé d'école de commerce avec plus de 17 ans d'expérience. Après une carrière réussie dans les opérations et la gestion de projets au sein de multinationales et de grandes entreprises locales, principalement dans le secteur des FMCG en Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Centre, notre invité a commencé son parcours entrepreneurial et a créé sa première société de conseil en gestion en octobre 2011. Suite à ses recherches sur le taux d'échec élevé des entrepreneurs locaux, il a lancé son premier incubateur, CEP et Sarment SAS, avec un concept innovant d'entrepreneuriat participatif en Afrique. Il s'appelle Hervé Touan et il est là cet après-midi pour échanger avec nous sur le thème salarié-entrepreneur. Est-ce possible de concilier les deux? Monsieur Touan, bonsoir. Bonsoir Marius, bonsoir à tous les participants, merci d'être là. Et c'est avec grand plaisir que je fais partie de cette aventure, cette communication autour des carrières. Merci de me recevoir ce soir. J'espère pouvoir répondre à toutes les questions parce que je vois de plus en plus de gens qui sont en train de s'installer dans la salle de réunion. Donc, voilà, posez toutes les questions et à tout de suite pour la suite. C'est clair. Vous en avez des questions, Monsieur Touan, parce que vous savez que l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, oui. J'ai bien envie de dire, c'est quasiment devenu un phénomène social de communication. Et c'est bien qu'on puisse mettre les pieds dans le plat parce qu'il y a beaucoup de salariés, il y a beaucoup qui sont en entreprise, en fonction, et qui peut-être du jour au lendemain abandonnent leur carrière professionnelle et vont entreprendre, ou bien même pendant qu'ils sont toujours en fonction, entreprennent. Et donc, comment est-ce qu'on peut avoir le juste milieu et donnez-nous juste un aperçu. Pourquoi est-ce que vous voulez parler de ce thème? Effectivement, il y a un effet de mode aujourd'hui. Tout le monde parle d'entrepreneuriat partout et on constate de plus en plus ce que j'appelle un suicide professionnel. Un suicide professionnel parce que les gens, très souvent, on abandonne une belle carrière devant soi et on suit cet effet de mode-là avec des coachs qui nous disent partout, il faut cogner la tête 100 fois, peut-être que la 101e fois sera la bonne. Donc, tout ce ridicule-là, je pense qu'il faut le corriger. Et on n'est pas obligé d'échouer pour réussir. Et la carrière, c'est une chose. Tout le monde ne peut pas être en même temps en train de créer sa propre boîte. Donc, il y a des choses qui ne sont pas assez claires sur le sujet et on affiche la chose comme un échec quand on n'a pas créé une entreprise. Et du coup, tout le monde se retrouve à se jeter dans le sujet et tout le monde échoue à la fois. Donc, on a envie de dire, pour nous qui sommes entrés dans cette eau-là, qui avons plongé dans cette eau
et qui avons bu par les narines, qui sommes sortis plus ou moins, voilà, dans un état pas toujours le même que quand on y entrait. Et on a laissé des gens qui sont morts là-bas. On a envie de dire aux autres, attention, ne vous jetez pas n'importe quoi dans cette eau-là. Il y a une meilleure façon de faire. On peut la faire de façon beaucoup plus intelligente. Et c'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Super. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser dérouler la présentation et je suis juste à côté. Super, merci. Rebonsoir à tous. Donc, Hervé Point, j'ai été présenté tout à l'heure. Je suis là au nom du Centre d'entrepreneuriat pratique que je dirige, qui est la dernière entreprise créée. Sinon, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, merci encore à NovoJob de nous recevoir ce soir, de l'opportunité de dire ce qu'on aime faire au quotidien. Alors, salarié, entrepreneur, est-ce possible de concilier les deux? Je pense que chacun aura sa réponse à la fin de cette présentation, mais il est toujours bon de regarder le sujet sous différents angles. Le premier, c'est déjà, on va dérouler en 6 points ce thème. Je vais revenir un tout petit peu sur le pourquoi ce thème. Ensuite, on va regarder les dispositions légales, donc regarder sous l'angle du législateur. Que dit le Code du travail? Qu'est-ce que le Code du travail nous permet et ne nous permet pas? Ensuite, on va dérouler le sujet. Qu'est-ce qui pousse les salariés qui ont déjà une carrière en principe, en contrat de travail, qui sont censés les occuper 40 heures, à devenir entrepreneurs? Quels sont les risques qui sont liés à ce statut double? Et pour nous, qu'est-ce qui nous a poussé à regarder le sujet de l'entrepreneuriat? C'est qu'on a constaté, de par notre expérience de consultant, beaucoup d'échecs dans l'entrepreneuriat, qui sont liés en fait à des blocages culturels. On en parlera un tout petit peu aussi. Et ensuite, est-ce qu'il est possible de concilier? Si on veut concilier, on va vous proposer comment on pense que vous pouvez concilier, pour ne pas enfreindre à la loi et pour ne pas non plus détruire votre carrière. Voilà. Pourquoi? Alors, on a un phénomène de salarié entrepreneur qui fait peur aujourd'hui au point d'avoir un impact négatif sur les performances des entreprises qui embauchent et naturellement sur la productivité du salarié qui se retrouve à aller au-delà de ses... des limites normales de travail, au-delà de 40 heures de travail, au-delà des heures de travail de début et de fin de journée, les week-ends, à grignoter sur ses week-ends, ses temps de récupération, et se retrouver vers la fin épuisé quand il faut reprendre le travail lundi, etc. Donc, la productivité du salarié baisse, les performances des entreprises en prennent un coup, et donc, par derrière aussi, la gestion des talents pour les RH, ça devient compliqué quand on a quelqu'un de beaucoup expérimenté qui se retrouve à dire j'en ai marre, je veux bien faire ma propre aventure parce que je pense que je suis sous-payé ou ma hiérarchie n'aime pas ma tête ou pour quelques raisons se retrouve à être difficile à gérer en interne. Pourtant, il a du talent, il a des compétences qu'il ne valorise pas assez parce qu'il ne veut plus se donner. Et même pour le travailleur lui-même, du mal à gérer sa carrière, quelqu'un qui a toujours la tête dehors en train de courir dans tous les sens, ne sait pas saisir les opportunités de carrière en interne. Et donc, pour nous, ça, c'est problématique dans ce contexte de salarié entrepreneur. Pour avoir été nous-mêmes salariés et employeurs, on a vu que c'était pas facile. On a fait le tour de certains RH l'an dernier. Ils ont confirmé tout ce qu'on était en train de dire. Et du coup, comment on a défini le salarié entrepreneur? C'est celui-là qui, parallèlement à son contrat de travail qui est censé l'occuper tous les jours, dès que vous commencez à mûrir une unité d'entreprise, vous n'êtes plus concentré sur votre boulot. Dès que vous êtes déjà engagé dans l'entrepreneuriat, vous êtes consommé par l'entrepreneuriat. Et quand vous avez déjà expérimenté l'échec, voilà. Donc, ces 3 catégories-là sont ensemble ceux-là qu'on appelle les salariés entrepreneurs, selon nos travaux en interne. Donc, vous pourriez avoir d'autres définitions ailleurs, mais c'est un sujet sur lequel on a nous-mêmes travaillé en interne. Donc, on ne lit pas dans un bouquin tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est des choses vécues, des choses expérimentées sur le terrain. Et la réalité, c'est que si vous fouillez dans une audience donnée, on a plus de 9 personnes sur 10 qui sont concernées par au moins l'une de ces 3 catégories.
D'accord. Alors, là, vous dites 9 salariés sur 10 sont concernés et je pense que c'est la bonne occasion cet après-midi de tester vraiment cette statistique avec notre audience. Alors, on va lancer un bref sondage. Je vais vous demander, chers participants, de donner la réponse qui vous concerne. Alors, je publie le sondage. Comment vous situez-vous par rapport à ce sujet? Est-ce que vous êtes exclusivement salarié? Réponse A. B, exclusivement entrepreneur, et C, salarié entrepreneur, le statut dont nous débattons cet après-midi. Alors, les votes sont ouverts, ne vous inquiétez pas, vos votes sont anonymes, donc même si vos RH ou vos DRH sont en train de participer avec vous, ils ne sauront pas que c'est vous qui avez renseigné. Alors, on a quelques tendances et je pense que effectivement, Hervé, on a tapé dans le mille parce que 57% des répondants ont le statut de salarié entrepreneur, 29% exclusivement salariés et seulement 14% exclusivement entrepreneurs. Donc, bien sûr, ça valide l'intérêt pour cette thématique. Et ça continue encore de monter, juste une seconde. Voilà, on est à 75% maintenant de salariés entrepreneurs. Voilà, donc on va arrêter le cap et je vous laisse continuer, Hervé, l'échange. Alors, je vous mets au défi encore une fois. Quand on va tamiser un peu ces répondants, ceux qui ont mis salarié exclusif, ils peuvent se retrouver quelque part dans la première ligne parce que on a déjà fait beaucoup de simulations sur ce sujet et on n'est vraiment pas loin des 100% d'Ivoiriens qui ont toujours au moins 1, 2 ou 3 projets en poche. C'est pas mauvais en soi, mais c'est la façon dont tout le monde échoue à la fois qui nous a dérangés pour nous retrouver à trouver vraiment des solutions à ces sujets-là. Donc, slide suivante, c'est que il y a quand même un contrat de travail qui nous lie à notre employeur. Et ce contrat de travail-là, alors, déjà, on ne lit pas beaucoup dans notre tradition africaine, quoique notre société se modernise, mais on ne lit pas beaucoup. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup qui lisent leur contrat de travail dans tous ces articles. Et de deux, le code de travail qui est censé gouverner cette relation salarié-employeur, tout le monde ne le connaît pas forcément et les conventions qui vont à côté avec, etc. Donc, du coup, on prend le risque de se jeter dans une activité sans savoir qu'on a des prérogatives, on a des responsabilités, on a des restrictions, etc. Donc, pour moi, c'était utile de faire un stop sur la partie juridique. Je ne suis pas expert juriste, mais c'est toujours bon de rappeler où est-ce que le sujet est traité dans le Code du travail et comment le sujet est traité par le législateur. C'est que l'autre contrat de travail vous oblige à être à 100% à la disposition de votre employeur. Donc, vous devez être à 100% à la disposition, vous devez exécuter vous-même le contrat, le contenu du contrat. Et le législateur n'est pas rigide, il ne ferme pas exclusivement la porte, il permet quand même une petite ouverture pour dire qu'il lui est loisible au travailleur d'exercer en dehors de son temps de travail toute activité à caractère professionnel, pourvu qu'il s'assure qu'il ne fait pas de concurrence à ton employeur. Ça, c'est vérifiable. Par contre, s'assurer que l'activité que je mène dehors ne nuit pas à la bonne exécution de mon contrat de travail, c'est là parfois où on pêche, parce que si j'ai 2 jours de repos samedi, dimanche, et que je me retrouve à aller faire des affaires personnelles qui me consomment l'énergie, le temps de repos, et qu'à la fin, je me retrouve très fatigué le lundi matin, je ne suis pas forcément en train d'être à mon plein d'énergie pour fournir le contrat sur lequel je me suis engagé. Je suis aussi en train de faire de la concurrence à mon employeur quand j'utilise les outils de travail, le véhicule du commercial qui se retrouve en rendez-vous personnel quelque part, le téléphone fixe du bureau, le mobile, etc. Il y a aussi de la concurrence sur mon temps, mes outils de travail, etc. La concurrence, ce n'est pas seulement lié à l'activité. Donc, il y a beaucoup d'interprétations qui peuvent jouer en défaveur du travailleur et il faut vraiment faire attention de s'assurer que juridiquement, on est autorisé à le faire. Donc, du coup, ce n'est pas toutes les activités qui sont bonnes à faire. Il faut s'assurer qu'on prend toutes les mesures. Donc, juridiquement, la réponse du législateur, c'est non, mais on ne va pas dire que vous êtes aliéné au salarié, à l'employeur.
vous pourriez quand même avoir une plantation de la famille à gérer, vous pourriez avoir des affaires familiales, c'est normal, mais avec des précautions. Donc, tant que l'employeur ne s'en plaint pas, on croit qu'on est dans la normale, mais le jour où l'employeur lève le doigt, on se retrouve dans des litiges qui jouent en défaveur du salarié parfois et on s'étonne qu'on perd des procès. On va aller dans le détail pour savoir comment on en arrive là, en fait, comment quelqu'un qui est déjà engagé dans un contrat se retrouve à chercher dehors. On est dans un pays où le SMIC est à 60 000 francs, donc il ne faut pas s'attendre à ce que le salaire soit la chose la plus satisfaisante qui soit. Et donc, il y a forcément des soucis sur le niveau de salaire en général. Le coût de la vie de manière endogène et exogène est aussi un problème. D'ailleurs, les coûts grimpent tous les jours, ça c'est exogène. Et de manière endogène, moi je commence à travailler, je suis célibataire, ensuite je me marie, ensuite j'ai un enfant. Donc, personnellement, je suis moi-même en train d'augmenter mes lignes et ça met de la pression. Ensuite, je commence à atteindre les 40-45 ans et je vois que la CNPS ne peut pas me payer plus de 800 000 francs. Ça, c'est vraiment le plafond. Sinon, par rapport à mon salaire actuel, quand je calcule, ça ne peut pas faire l'affaire par rapport à mes charges actuelles, par rapport aux enfants qui grandissent et par rapport à toutes les difficultés de santé, etc., qui arrivent au troisième âge. On a la pression de réaliser quelque chose et socialement même, on a la pression de partout, de la famille, de tout le monde autour pour réaliser quelque chose. Voilà. Il faut réaliser quelque chose, il faut faire quelque chose. Donc, on a cette pression-là de qu'est-ce que je deviens après cette carrière. Et puis, il y a d'autres motivations qui poussent les gens à se jeter à l'entrepreneuriat. C'est que je suis convaincu que mes 20 ans d'activité dans une société d'électricité font de moi un expert en électricité. Donc, je peux créer mon cabinet de maintenance électrique. Mais j'oublie que je ne suis pas pour autant RH, je suis recruteur, je ne suis pas vendeur, je ne suis pas financier, je n'ai pas du management d'entreprise en moi, j'ai qu'une compétence technique, une compétence métier. Et le métier ne suffit pas pour faire un chef d'entreprise. Donc, très souvent, on se retrouve à se dire, je deviens consultant parce que j'ai tel nombre d'années d'expérience dans tel ou tel sujet, mais j'ai vu des experts comptables échouer pour une boutique, pour maintenir une supérette. Donc, c'est pas le métier qui fait de vous un entrepreneur. Ensuite, il y a les frustrations. Donc, ça, c'est la ligne rouge qui nous dira, je stagne trop, ça fait des années, les gens viennent, les jeunes viennent, ils passent et moi, j'ai pas de promotion, donc je suis fatigué, je claque la porte. Et des frustrations, des choses qui arrivent parce qu'on ne sait pas gérer ses collaborateurs, on ne sait pas gérer ses managers. On n'est pas bien conseillé sur sa carrière, donc on fait des erreurs et après on s'en prend aux autres, on se jette dans l'entrepreneuriat à l'improviste. Il y a 3 risques clés qu'on a retenus, en plus du risque de violation des restrictions légales qu'on a vu au début de cette présentation. Le fait de se dédoubler pour se retrouver au-delà de ses 40 heures à faire une activité qui absorbe va forcément provoquer une contre-performance en entreprise. Vous n'allez plus être performant dans votre activité de tous les jours. Encore que dehors, vous n'êtes pas non plus efficace parce que vous n'êtes pas sur le terrain. Vous ne voyez pas comment ça se passe. Vous n'êtes pas dédié à la chose. Du coup, vous êtes en train de faire naître un bébé ou dans un endroit où vous n'êtes pas. Donc, très souvent, ça ne fonctionne pas. Démissionner aussi pour se lancer, ça, c'est ce qui arrive quand très souvent, on a l'impression que c'est mon salaire, mon contrat de travail qui fait que je ne me concentre pas sur mon propre business, alors que le monde entier me fait croire que l'avenir se trouve dans mon propre business. Donc, je me jette à l'eau, je démissionne, donc je me retrouve sans salaire, donc je fais de moi-même un chômeur volontaire et après, ça fait très mal, socialement, la famille, etc. Troisième risque clé, c'est que le taux d'échec dans l'entrepreneuriat est très, très élevé. Et cette information, on ne l'a pas toujours. Et curieusement, chacun aussi, même quand on a l'information, croit qu'il tient le bon bout, que c'est aux autres que ça arrive, donc à moi, ça n'arrive pas. Ça n'arrivera pas. Je vais vous dire, s'il y a plus de 3 entreprises sur 4 qui échouent avant 5 ans, les quelques-unes qui restent sur place là deviennent des PME à vie. Donc, des entreprises qui n'ont pas une vision, qui n'ont pas une stratégie, une gestion, un pilotage stratégique, des entreprises qui n'ont pas de croissance, des entreprises qui ne sont pas crédibles auprès du marché financier, donc qui ne savent pas lever des fonds pour aller plus loin. Et donc, on tourne dans une petite boutique de quartier, dans une petite bricole de quartier et ça ne va pas chercher loin, ça ne me rémunère pas assez, ça ne crée pas des emplois, ça ne développe aucun écosystème autour de moi.
il n'y a pas de chaîne de valeur. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée en réalité. Je produis beaucoup plus d'énergie que ce que je gagne dans l'entrepreneuriat. Et le risque d'échec est élevé. Après, on se retrouve à revenir au salariat. Ça, c'est vraiment l'entrepreneuriat mal conçu, mal préparé. Et ça, on peut l'éviter. Les blocages culturels, on vous a retenu aussi 3 pour cet après-midi. C'est qu'on devient entrepreneur généralement par nécessité plus que par opportunité. Alors ça, on l'a constaté, mais en même temps, dans nos recherches, on a vu que la BAD avait fait aussi un travail sur le sujet depuis 2011. Donc, cette phrase-là, on la tient du rapport de la BAD qui dit que les Africains entreprennent plus par nécessité que par opportunité. Une entreprise ne naît pas parce que j'ai un rêve d'enfance ou parce que j'ai envie de préparer ma retraite ou parce que je veux compléter mes fins de mois. Une entreprise naît parce que j'ai trouvé vraiment l'opportunité de vendre un sujet concret à un client. Et c'est celui-là qui va faire que mon entreprise aura du succès. Donc, c'est qui ce client, c'est qui ce sujet. Et il faut bien travailler sur une idée d'entreprise qui en vaut la peine de devenir une société. Pas du copier-coller. La culture d'association. Donc, chacun est convaincu que être entrepreneur, c'est créer sa propre boîte, travailler pour moi-même. Le monsieur G7 tout, qui est le PDG d'une société unipersonnelle. Donc, l'homme orchestre qui fait tout. Il est comptable, il est financier, il est commercial, il est tout. Et ça limite vraiment l'entreprise à l'entrepreneur. Et ça ne peut pas produire un acteur économique viable. Donc, ce type d'entreprise est géré de façon sur la base d'émotions. Donc, ce n'est pas rationnel. Quoi qu'on a des compétences et l'expérience professionnelle, hein, la culture même nous limite parce que justement, on se dit, je suis fort, je vais y aller, je crois en moi-même. Et il y a des coachs qui vont vous aider pour ça, pour vous casser le nez. Et quand vous cassez le nez, ils ne sont plus là. Culture financière. Voilà des gens qui n'arrivent même pas à gérer le salaire de fin de mois, qui veulent être des employeurs qui doivent payer des salaires. Donc, la finance personnelle même, donc le niveau de connaissance de la finance dans notre société est très bas. On ne maîtrise pas l'argent, on ne sait pas comment ça se génère. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires autour des structures de placement ou de financement. Il y a plein de sujets comme ça, ou agribusiness et tout. Parce qu'on croit que l'argent, ça peut sortir de n'importe où. Mais l'argent a sa façon de fonctionner. Il y a de la vie dans l'argent. Il faut faire vivre. Il faut connaître la chose. Et ça, il faut travailler à ça. Ça, c'est finance personnelle. Après, la gestion même d'une entreprise, tout ce qui est gestion de trésor, comment faire entrer l'argent, comment faire sortir pour équilibrer, s'assurer qu'on est toujours stable, c'est trop compliqué. Plus loin encore, il y a la finance de marché. Comment je valorise mon entreprise pour dire à quelqu'un demain, voilà ce que ça vaut de pas rentrer mon business parce que voici les éléments. Voici ce que vaut ma société aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec le bilan de la société. C'est d'autres techniques financières qui permettent de dire voici la valeur de telle ou telle entreprise et qui peut varier en fonction des circonstances, comme vous pouvez le voir en bourse, quand les cours montent et baissent en fonction de la santé de l'entreprise. Et ça utilise des indicateurs, des indices qui sont purement techniques, mais ça, il faut connaître avant de dire je vais créer un acteur dans ce milieu. Alors, c'est bien tout ce qu'on a dit, mais après, comment est-ce qu'il faut arriver à gérer les deux? Alors, pour nous, on comprend bien les raisons qui poussent l'entrepreneur à entreprendre. On ne peut pas changer le SMIC du jour au lendemain. On ne peut pas obliger son DG à nous faire une promotion du jour au lendemain. Le taux de chômage est très élevé. Il y a à peine 1 million de travailleurs officiellement à fin juin, privés comme fonctionnaires. Sur une population de 25 millions, je pense que le taux de chômage, et on a presque plus de la moitié de la population qui est en âge de travailler. Donc, le taux de chômage est énorme. On ne s'attarde pas vraiment dessus parce qu'il y a beaucoup de guerres de chiffres entre le politique et les institutions. Mais la réalité, elle est là, c'est qu'on demande à la CNPS, on demande à la fonction publique, les travailleurs officiels tournent autour d'1 million de personnes seulement. Donc, tout le reste, on a besoin de créer des emplois, on a besoin de créer de la valeur ajoutée, on a besoin de créer une chaîne de valeur qui recrute, qui emploie et qui effectivement crée de la valeur et de l'emploi. Voilà. Donc, on comprend que tout le monde veuille s'intéresser à l'entrepreneuriat, mais il faut le faire de façon beaucoup plus intelligente pour ne pas être victime de plus que ce qu'on vit déjà. Donc, nous, on va essayer de vous dire comment on arrive à équilibrer tout ça maintenant. On sait que vous n'avez pas le temps
les travailleurs. Et on sait qu'il y a des gens à côté qui ont du temps. Ce sont ceux qui sont au chômage, ce sont les 9 millions ou environ 4 millions qui sont censés travailler, qui ne travaillent pas. Et on leur dit, on les met en atelier, on travaille sur des projets. Et vous, on vous associe à ces projets-là. Ça vous permet en fait et vous participez au conseil d'administration d'une de nos startups. Ça vous permet de goûter un peu à la chose avant de se jeter. Conseil d'administration, vous participez aux décisions stratégiques, vous voyez comment l'entreprise naît, vous voyez comment elle se développe, etc. Avant de dire du jour au lendemain, je vais travailler pour moi-même. Et ça a plus de sens parce que quand je dis je vais travailler pour moi-même dans une entreprise sérieuse qui peut payer mon salaire où je suis en plus actionnaire, ça a plus de sens que de dire je m'en vais m'improviser entrepreneur dans un environnement que je ne maîtrise pas du tout. Et c'est trop risqué et ça ne sert à rien de se charger de risques et de stress qui jusque-là ont montré leurs limites de toute façon. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va trouver l'idée en atelier avec des jeunes diplômés, des gens qui sont en quête d'emploi. On mobilise les compétences qu'il faut, qui vont travailler sur le terrain avec nous. On mobilise le financement. Donc, notre processus va intégrer aussi le financement qui est certes une problématique. Et on va accompagner de bout en bout. Donc, généralement, nos gouvernements et tous les acteurs qui sont sur le terrain se préoccupent des 2 derniers points. C'est de trouver du financement pour les entreprises ou de trouver de l'accompagnement techniquement parlant, des formations, etc. Donc, patronat, l'État de Côte d'Ivoire ou tous ceux qui parlent d'entrepreneuriat aujourd'hui vont essentiellement parler de l'aspect technique et pour l'accompagnement et de l'aspect financier. Mais le vrai problème n'est pas là-bas. Le vrai problème, c'est que ceux à qui on vend l'entrepreneuriat aujourd'hui ne sont pas les vrais entrepreneurs. C'est vous, les travailleurs, qui êtes les premiers à vous improviser entrepreneur. Mais on n'a pas envie de vous dire sautez par la fenêtre pour venir être entrepreneur. Continuez à développer votre carrière. D'ailleurs, en étant board member dans une startup, c'est une belle expérience d'administrateur qui peut ouvrir des portes dans la carrière. Donc, continuez à développer votre carrière et expérimenter l'entrepreneuriat à petits pas. Sans vous impliquer, vous ne quittez pas du tout votre bureau. Tout le travail est fait par les équipes opérationnelles sur le terrain. Et puis voilà, c'est notre solution. Donc, comment ça se passe? C'est un programme où chacun adhère selon son profil. On verra les 3 principaux profils tout à l'heure. On souscrit, on va structurer l'entrepreneuriat, comme on l'a dit, là, vous trouvez un business dans lequel vous êtes cofondateur. Et on vous trouve aussi des investisseurs qui entrent avec vous dans le business. Donc, tous ces acteurs-là, toutes ces étapes de structuration, on les met dans le programme d'entrepreneuriat participatif. Et une fois que la startup est connue, on ne va pas aller se jeter au CPC pour vous ouvrir les portes des impôts alors que vous ne connaissez même pas encore votre premier client. Vous allez entrer chez l'incubateur, on va donner forme à ce projet sur papier, on va donner une marque, on va donner du contenu, d'accord ? Et ensuite, si vous avez besoin d'un peu plus de financement, on vous fait passer aussi chez l'accélérateur qui va vous structurer pour un autre type d'investisseurs qui lèvent des montants plus importants, mais ceux-là ont besoin aussi de sujets concrets sur lesquels financer et ne financent pas sur papier. Bref, comment est-ce qu'on procède en 5 étapes clés? Donc, en vert, en marron et en rouge, on a ces 3 acteurs qui sont autour d'une startup. Ce sont les cofondateurs qu'on met autour de la table, donc des acteurs complémentaires. Et tout ça parce qu'on a constaté qu'il n'y a pas de gouvernance dans nos entreprises locales. Absence de gouvernance veut dire vous n'êtes pas crédible auprès des acteurs financiers. Une banque ne mobiliserait pas l'épargne de 1000 personnes pour donner à un individu qui est société unipersonnelle. On ne va pas se leurrer. Ça c'est pas de la gestion. Ils font de la gestion de risque, donc ils ne prendront pas ce risque. Et on va générer des idées pertinentes parce que très souvent, la façon dont les idées naissent, on les prend parfois avec un peu de pincette. Donc, on va s'assurer que dans nos ateliers, on part depuis la façon dont l'idée naît et on va faire des modèles économiques. Vous allez demander à un dirigeant de PME aujourd'hui, c'est quoi votre business model? Et ils n'auront pas la réponse. Il y en a pas beaucoup non plus qui ont fait un budget 2020. Donc, il y a beaucoup de failles comme ça qu'on règle en amont jusqu'à ce 3e point, modélisation financière. Il faut avoir quelque chose à vendre à un investisseur plutôt que d'être commandeur de financement, comme si tout le monde doit être généreux avec vous. C'est du gagnant-gagnant, il faut avoir des arguments pour vendre. Donc, la finance a aussi son marketing. Il faut avoir des choses qui attirent des investisseurs à vous, naturellement. Est-ce que tout ça, ces 3 premiers points, c'est l'innovation dans notre modèle.
Sinon, aujourd'hui, tous les incubateurs commencent à partir du point 4. Ils vous disent, venez avec votre projet, peu importe comment il est né. On regarde, c'est joli à voir. Et on vous fait entrer chez l'incubateur, on vous trouve des financiers, on vous accompagne techniquement, etc. C'est bien beau tout ça. Mais si vous comptez les multinationales qui sortent de ce système-là, on aura vite fait d'épuiser nos 10 premiers doigts, nos 10 doigts. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de multinationales qui sortent d'ici. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de finances, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compétences, mais c'est parce que la culture n'est pas bonne. Et l'offre d'accompagnement n'est pas forcément adaptée aujourd'hui. Donc, nous, on comprend que tout le monde veut s'intéresser à l'activité économique, très bien. Donc, l'inclusion économique, c'est notre sujet, ça nous intéresse, mais il faut le faire par l'entrepreneuriat participatif. Donc, il faut commencer déjà à mettre des ressources complémentaires ensemble pour essayer voilà, pour trouver des modèles, des entreprises plus robustes, plus solides, parce qu'il y a de la force dans l'intelligence collective. Nous, c'est ce qu'on croit. Donc, on peut bâtir des entreprises plus robustes que d'avoir 150 000 nano-entreprises dans l'économie et qui chacune ne produit pas grand-chose. Plutôt, on devient des entreprises syndicalistes qui demandent des droits, des avantages, des intérêts du gouvernement, etc., des facilités des banques. Les banquiers ne sont pas là pour financer l'entrepreneuriat. Donc, mettons-nous ensemble pour travailler. Alors, on a fini de faire le tour. J'espère que je suis dans le temps prévu. Cher modérateur, hôte. Toutefois, je ne sais pas si on va aux questions tout de suite ou si je fais la petite ouverture sur la situation dans laquelle on est. Allez-y, terminez. Alors, donc, si vous voulez, le thème de ce jour, il est terminé, mais de toute façon, dans le même cadre, on se situe dans une crise où on n'est pas indifférent à la situation. Donc, on a aussi une pensée solidaire des familles, des chefs de famille qui perdent leur emploi aujourd'hui. Et on est disposé à accompagner chacun dans la reconversion après avoir perdu son boulot pendant cette crise. Donc, on est à l'écoute de ceux qui ont éventuellement subi la crise dans leur emploi. Et on est disposé aussi à accompagner des entreprises qui se posent encore des questions sur comment je fais pour me séparer de mes ressources qui m'ont été toujours d'une grande utilité, mais la crise me contraint. Donc, on saura aussi leur donner une bonne réponse, un bon contenu du pack d'accompagnement. Voilà ce que je voulais ajouter. Sinon, on revient à notre thème et je me mets à votre disposition pour toutes vos questions. Merci, Monsieur Toin. Alors, merci pour votre exposé. Salarié, entrepreneur, est-ce possible de concilier les deux? Vous nous avez ressorti vraiment les risques par rapport aux différents statuts, par rapport aux usages, par rapport à la culture, par rapport à l'environnement. Vous nous avez donné des statistiques assez fortes et vous dites par exemple que 3 sur 4 entreprises échouent avant les 5 ans et même celles qui survivent sont condamnées à demeurer des PME. Donc, est-ce que j'ai envie de rebondir sur cette première affirmation? C'est-à-dire que dans notre contexte africain, on ne peut pas avoir des champions locaux, on ne peut pas avoir de grandes multinationales qui vont émerger. Vous n'y croyez pas? Alors, Monsieur Toin, le micro, oui. est-ce que vous pouvez... Voilà. Je suis avec vous. Ça marche. Oui, écoutez, alors j'ai un jeune cadet qui me disait il y a le mois dernier, les Africains savent créer de la valeur, mais ils ne savent pas capter la valeur. Okay. Et il a pris l'exemple, le bel exemple des Zouglou Makers. Voici une musique qui est très appréciée de tous les Ivoiriens. Et ceux qui font cette musique-là, ils sont tous dans la pauvreté. Donc, si vous avez un produit qui est consommé par tout le marché, vous devriez être les plus prospères sur le marché, n'est-ce pas? Logiquement. Parce qu'on n'a pas de business model. Donc, on n'a pas cette culture-là de modéliser pour dire j'ajoute de la valeur à quelqu'un et moi, qu'est-ce que je retire en retour? Donc, une entreprise, elle est faite pour créer de la valeur, délivrer cette valeur-là et capter la valeur après.
ce qui nous revient. Donc, il faut modéliser pour pouvoir, en plus d'avoir de bonnes idées. Donc, on a souvent des entreprises qui ont des idées géniales, mais par derrière, il n'y a pas de business model. Donc, il n'y a pas de structuration d'affaires. Il n'y a pas de structuration financière. Donc, ce n'est pas juste d'avoir l'idée. Ce n'est pas juste d'avoir l'expertise, la compétence. J'ai donné rapidement l'exemple d'un expert comptable qui a échoué dans un supermarché. OK. Il ne connaît pas la gestion. Parce qu'il y a bien d'autres facteurs qui vont au-delà du facteur technique. Il y a bien d'autres facteurs qui vont au-delà du facteur financier qu'il faut considérer. Donc, oui, on peut sortir des géants, des champions nationaux, mais on doit le faire de manière plus structurée. D'accord. Et l'entrepreneuriat doit être dépersonnalisé. C'est parce qu'on attache trop la chose à l'individu que finalement, on se retrouve à être limité par l'individu. OK, et super. Et justement, c'est pour un griffe dépersonnaliser en fait cette aventure entrepreneuriale que vous parlez d'entrepreneuriat participatif. Est-ce que vous pouvez revenir un peu plus sur ce concept pour l'expliquer un peu mieux à nos participants? D'accord. On a décidé de s'attaquer à cette culture-là de c'est ma chose, c'est mon coin, c'est mon business. Parce qu'après, même quand vous voyez la structuration de nos entreprises locales, c'est entreprise unipersonnelle, oui, entreprise familiale ou entreprise amicale. Dans de telles entreprises, on ne peut pas mettre de la gouvernance. Pourtant, on a plus de 80% de nos PME qui sont structurées comme ça. D'accord? Et ça, c'est problématique. Donc, pour nous, pour qu'il y ait gouvernance, il faut qu'il y ait des gens qui soient autour de la table de manière formelle, de manière contractuelle. Et donc, il y a un contrat de société à mettre en place entre des individus, même s'ils ne se connaissent pas. Et l'idéal, même, c'est qu'ils ne se connaissent pas pour que chacun soit exigeant sur les responsabilités et les règles de gouvernance qu'on se donne. Donc, on s'est dit, si on laisse quelqu'un venir avec une idée, même s'il accepte au début de céder, de s'ouvrir aux autres et de céder une partie du capital, demain, le sujet va toujours ressurgir parce qu'on l'a déjà vécu, on l'a déjà vu sur plusieurs cas. Heureusement qu'on a bâti tout ça sur de l'expérience. Et donc, on a vu des choses comme ça où ça commence bien et à un moment donné, le monsieur, il ressort le vieux souvenir de ce que l'idée venait à l'origine de lui. Et que, voilà, quand ça commence à profiter, il faut que ça profite à lui beaucoup plus qu'aux autres. Donc, dépersonnaliser veut dire qu'à un moment donné, on met les gens dans une salle, on fait du brainstorming et l'idée naît là-bas. L'idée naît parce qu'il y a une opportunité à identifier. Il n'y a pas des gens qui ont réfléchi la nuit, ils ont rêvé un sujet, ils viennent, j'ai une idée d'entreprise, j'ai un projet, j'ai vu chez le voisin, je veux le faire. Ça, j'ai toujours rêvé être X, donc je décide de lancer mon business. Non, j'ai de l'expérience, donc je suis consultant. Est-ce que si seulement il savait qu'il n'y a même pas de marché de conseil pour les particuliers qui disent tous les jours je serai consultant, il n'y a pas. On l'a vécu, de manière concrète. Hein? Donc, on a déjà payé pour qu'il ne prenne pas ce risque-là. Donc, depuis l'idée, on essaie de dépersonnaliser. Okay. Et on met en place, en fait, une culture de gestion collégiale, une culture de gouvernance, parce qu'on formalisera tout quand on a mis des gens qui ne se connaissaient pas ensemble. Donc, ça s'impose au début. C'est là que le concept participatif naît. Après, tout le reste, c'est du classique. On a trouvé une bonne idée, on modélise, on finance, on accompagne, etc. D'accord. Alors, super. Donc, dès le début, vraiment, c'est de faire jouer l'intelligence collective. Parce que, vous l'avez si bien dit, dans les blocages, sinon, je ne sais pas si ça doit être dans les risques, et ce qui fait qu'on échoue beaucoup aussi, c'est qu'il y a ce manque de collaboration. La culture de la collaboration manque beaucoup en Afrique. Et la preuve est, on le voit même dans les startups, la différence entre nous, nos startups et les startups européennes. Par exemple, il y a 2, 3 cofondateurs, mais ici, très souvent, on est avec une seule personne parce que justement, peut-être, l'idée est appropriée, sinon, reste au niveau de la seule personne et cela tente à multiplier vraiment les risques. C'est pourquoi vous fabriquez vraiment l'intelligence collective, mettre ensemble plusieurs personnes et faire jouer les synergies afin de pouvoir valider l'idée d'entreprise d'abord, avant même de la faire rentrer dans le moule de l'incubateur.
Exactement. C'est à l'image des travaux qu'on fait quand on est à l'école, les exposés et tout. Et il n'y a pas de propriétaire. On donne un thème, on s'en va, on a un groupe de 5 personnes, on bosse ensemble, on est solidaires, on produit le résultat, on avance avec. Donc, c'est des travaux de classe qu'on fait et c'est ces ateliers-là qui donnent des idées d'entreprise. D'accord, super. Alors, on va prendre une première question, celle de Ibrahima Diop. Comment faire pour avoir une certaine rigueur dans le milieu entrepreneurial, selon vous? Est-ce que c'est pas un peu vague? La rigueur, encore une fois, on ne peut pas enseigner sur la rigueur. D'accord? Il y a déjà cette culture de est-ce que je m'assure que ce que je suis en train de faire est conforme à la loi? La rigueur commence déjà là. Qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce qui ne m'est pas permis? Là, je parle à des salariés entrepreneurs, c'est pour ça qu'on a fait l'ouverture sur le droit tout à l'heure. Donc, dans la gestion aussi de mon entreprise, qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Est-ce que j'ai droit à un salaire? Est-ce que je me limite à ce salaire? Est-ce que je peux emprunter de l'argent à ma propre structure? Est-ce que je peux confondre ma poche avec… Qu'est-ce qui m'est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? La rigueur commence déjà par ce raisonnement-là. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours, c'est pas seulement dans l'entrepreneuriat. Les conséquences sont plus compliquées à gérer dans l'entrepreneuriat quand on est un tout petit peu négligent. Donc, l'entreprise, comme le dit cette petite tournure juridique, il faut la gérer en bon père de famille. Donc, un bon père de famille, s'il n'est pas rigoureux, s'il a une petite négligence dans quelques actions qu'il a amenées, les conséquences sont difficiles à récupérer. Donc, parler de rigueur, c'est assez général en fait le sujet de la rigueur. Mais nous, pour nous, la rigueur qu'on met en place, c'est qu'on formalise tout dès le départ. On s'est donné le défi de mettre autour de la table des gens qui ne se connaissaient pas du tout. Donc, moi, je signe la convention avec M. A, M. B, M. Y. Ce sont mes clients. Il y a un contrat d'adhésion qui dit, moi, j'entre en tant que builder ou en tant que backer ou en tant que temps. Et puis, je vous mets autour de la table pour dire, voici, on va travailler sur un projet. D'accord. Donc, nous, on impose cette rigueur-là de tout formaliser, de mettre en place des structures de contrôle de gouvernement. D'accord. Mais ça, c'est intéressant. Je sais que l'idée derrière, c'est de créer vraiment justement les bonnes pratiques de bonne gouvernance dès le début et de formaliser un peu tout cela. Mais souvent aussi, j'ai envie de dire, l'affinité peut servir parce que quand vous avez un partenaire que vous connaissez bien, quelqu'un avec qui vous êtes très intime, vous êtes plus à l'aise pour travailler. Alors, je prends le cas, par exemple, ici, dans le chat, il y a plusieurs personnes. Je dis n'importe quoi, hein. Sabine Kanga, Scarlett et Valérie Mel décident, par exemple, d'entreprendre. Elles se connaissent. Et disent, bon, OK, nous, par exemple, on est en entreprise aujourd'hui, on ne veut pas se casser la figure. On a écouté M. Touan au webinaire Carrière by Novo Job. Il propose une solution assez intéressante pour nous, les salariés qui voulons entreprendre. On est des amis ou bien on est des collègues de service, on se connaît. Et on a peut-être plus ou moins mûri notre idée. On veut aller ensemble pour intégrer le programme d'entrepreneuriat participatif. On se connaît déjà. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas possible? Non, on a déjà eu ces cas. La seule chose, c'est qu'il y a un cadre qui est défini et puisque c'est du participatif, on va dire une entreprise chez nous, c'est 3 à 5 personnes en général. D'accord. Vous êtes 2 que vous venez, on vous informe qu'à un moment donné, on fera venir un monsieur Joseph qui, lui, a un peu d'épargne. Il n'a pas le temps de regarder dans le train-train quotidien d'une entreprise, mais il a de l'épargne, il veut placer quelque part. Donc, Joseph sera certainement co-fondateur avec vous parce qu'il met de l'argent prêt au démarrage de l'entreprise à votre disposition. Ça, c'est sa contribution à lui. C'est le rôle du investor qui était en rouge tout à l'heure. Donc, on vous informe que c'est vrai, vous avez l'idée de travailler ensemble. Déjà, même que l'idée, on va la challenger, on va la passer à l'éprouvette parce qu'on prend les idées qui existent déjà avec un peu de pincette, excusez-moi, parce qu'on voit comment elles naissent autour d'un typo. L'idée sort là du jour au lendemain et on croit qu'on a un projet entre les mains. On confond une idée, tout le monde peut avoir la même idée. Hein.
Il y a des files d'attente à la CIE, donc je pense à une solution de gestion des files d'attente. Tout ce n'importe qui, même un IEP, peut y penser. Donc, une idée, ça ne fait pas de vous un entrepreneur. Ça, c'est clair. Okay. Vous faites de vous un entrepreneur, que vous dites que vous tenez un produit, c'est que vous avez un business model. J'ai tel sujet, ça concerne telle population, voici comment je quantifie la chose, voici comment je produis l'argent, voici comment je gagne l'argent, etc. Voilà le problème que j'essaie de résoudre. Voilà, c'est ça, vous avez ajouté de la valeur à une idée que tout le monde peut avoir. Donc, vous commencez à tendre vers un projet. Donc, il y a beaucoup de confusion. Tout le monde dit qu'il a une idée. Donc, ça, déjà, on filtre. Mais 2 amis qui viennent, oui, on les reçoit et on leur dit qu'ils feront partie d'une équipe parce qu'il y aura d'autres personnes qui vont s'ajouter. Et même si là encore, ils sont travailleurs, ils n'auront pas le temps d'être dans les ateliers de tous les jours. Donc, en plus, après, c'est du cas par cas aussi. C'est du cas par cas. Est-ce que les deux, il y a un qui travaille, l'autre ne travaille pas? Est-ce que les deux travaillent? Donc, du coup, ils sont dans une catégorie donnée des acteurs qu'on met autour d'une startup. Donc, on traite le sujet au cas par cas. Mais oui, on n'est pas fermé à ça. Ok, super. Alors, vous avez aussi dit pendant votre intervention que au niveau des entrepreneurs africains, il y a beaucoup qui sont motivés. Sinon, les entrepreneurs africains, dans la grande majorité, sont motivés par la nécessité plus que par l'opportunité. Alors, moi, j'ai envie de dire, mais quand on est dans un continent où je pense qu'il y a tout à faire et on est pressé, vous avez si bien défini, hein, pression familiale, pression salariale, même par rapport au niveau de revenus qui n'est pas élevé, pression sociale et tout ça, j'ai envie de dire, la nécessité nous drive. Est-ce qu'on peut regarder à côté l'opportunité? Est-ce que ce n'est pas plutôt même la nécessité qui va faire naître peut-être un besoin? Le vrai problème, c'est qu'on est poussé par la nécessité. D'accord. Même si on est poussé par la nécessité, on prend conscience que, attention, ce n'est pas parce que j'ai une nécessité que je deviens entrepreneur. Donc, okay. J'ai la pression, c'est vrai, mais il faut que je trouve une opportunité. Ce n'est pas parce que je vais ouvrir une boutique à vêtements au plateau que j'aurai des clients. Ce n'est pas parce que je vais ouvrir une boutique de distribution d'un produit X, d'un opérateur télécom ou quartier, que je vais prospérer comme entrepreneur. D'accord. Est-ce qu'il y a une opportunité? Et l'opportunité, ça aussi à différents niveaux. Qui est concerné? Quel est le problème? Pourquoi je veux l'apporter? Parce que le truc, c'est que très souvent, on entreprend parce qu'on veut gagner l'argent. On va aller terre à terre. Ouais. Mais je vais vous dire, on ne devient pas entrepreneur pour l'argent. La première raison, c'est qu'on vise la finalité au début. L'argent, c'est la rétribution, la rémunération de la valeur que j'ajoute dans mon environnement. Donc, si je réfléchis, quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à une population donnée, c'est cette population qui devient ma cible demain, et c'est cette solution-là qui est mon produit à vendre. Du coup, j'ai un vrai business en face. J'ai une opportunité en face. Mais si je fais, comment je fais pour devenir milliardaire ou millionnaire ou je ne sais pas quoi, comme on voit sur les réseaux sociaux partout, mais tout cela, ils vont tous se noyer parce que, et ça se voit, on ne peut pas en train de prédire, on voit que ça échoue, ça produit pas grand-chose, parce que justement, on ne va pas en entrepreneur avec le bon fondement, avec la bonne motivation. Du coup, les entreprises qu'on crée n'ont pas de bonne vocation. La raison d'être de l'entreprise n'a pas de vision. L'entreprise n'a aucun pilotage stratégique. On navigue en vue, après on peut faire du firefighting. On bouge les trous tous les jours. On bricole tous les jours pour survivre. Et c'est comme ça qu'on fait l'entrepreneuriat chez nous. Donc, on n'est même pas nos obligations légales, sociales et fiscales, qu'on est surpris par des factures, des impôts. On n'avait pas prévu dans la qualification de vente. Et puis, tout de suite, la boutique ferme. On croit qu'on a beaucoup de relations, donc on peut devenir entrepreneur, donc nos amis vont nous donner des marchés, mais votre carnet d'adresse, il ne va pas à 2-3 millions de clients. Donc, à un moment donné, c'est très vite. C'est pour ça qu'au bout de 3 ans de veille, il y en a qui s'essoufflent. L'épargne, le carnet d'adresse, ça s'épuise très vite. Et on se retrouve face à la réalité d'un entrepreneur qui doit réfléchir stratégie. Comment convaincre un gars que je ne connais pas? Il n'est pas dans mon carnet d'adresse. Comment vendre à un gars que je ne connais pas? Il n'est pas dans mon carnet d'adresse. Donc ça, on commence à avoir de la réflexion stratégique, comment je mets en place une stratégie marketing, comment je fais ma processus de vente. Mais on aurait pu y bien avant, bien structurer tout ça avant de se jeter dans l'entrepreneuriat.
Parce qu'à un moment donné, quand on est dans le sujet, on n'a plus le recul nécessaire pour réfléchir beaucoup. C'est clair. Quand on est dans les vifs du sujet, c'est pas évident. Et si on se laisse guider par l'émotion, on prend des mauvaises décisions. Et quand on prend les mauvaises décisions en entrepreneuriat, ça paye cash. alors, juste quelques minutes avant qu'on ne se sépare, j'aimerais que vous reveniez un peu sur le programme Solidarité Covid que vous lancez en ce moment. Par rapport à ce programme particulier. Nous savons que la situation est tendue. Cela concerne les entreprises peut-être qui vont se libérer de certains salariés. Nous savons que beaucoup de salariés ont été mis en chômage technique et peut-être qu'ils ne seront pas rappelés. Nous savons que cette crise aussi peut être une source d'opportunité parce qu'à chaque fois qu'il y a une crise, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Il y a certains salariés qui peuvent se découvrir en fait des vocations d'entrepreneurs. Et donc, justement, c'est pour cela que vous faites un geste, un appel à un geste solidaire par rapport à la période du Covid, par rapport au programme d'entrepreneuriat participatif. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu dessus et nous expliquer de façon concrète comment ça marche et ceux qui nous écoutent, s'ils sont intéressés, comment est-ce qu'ils pourraient vraiment bénéficier de ce programme-là? D'accord. Donc, déjà, pour les entreprises, il y a les droits légaux qu'on paye à un salarié quand on veut se séparer d'un salarié. Et nous, ce qu'on croit, c'est que ce n'est pas la volonté d'une seule entreprise de se séparer de ses salariés. C'est la crise qui contraint les entreprises. Et ces salariés-là, ce sont des chefs de famille qui se retrouveront tout de suite au chômage et qui vont réfléchir et qui très souvent ne vont pas bien utiliser les fonds qu'on va leur mettre entre les mains parce qu'ils ne sont pas préparés à ça. Ça aussi, on l'a vu. On a vu des gens qui sont partis et qui sont revenus vers nous après, etc. Donc ça, on l'a vu, des gens qui ont gaspillé en fait le droit qu'on leur a payé quand ils ont arrêté leur emploi. Au vu de tout ça et vu de la situation dans laquelle on est, et qu'on parle d'intelligence collective, justement, pour dire, est-ce qu'il n'y a pas une façon de réorienter ces personnes-là plutôt que de montrer la situation comme une situation catastrophique? On peut la présenter comme une opportunité d'avoir peut-être même mieux, peut-être mieux, parce qu'on n'arrêtera pas de manger, je le dis, même si on est en crise ou en guerre dans ce pays-là, on mangera toujours, on se logera toujours, on portera toujours des vêtements, des femmes accoucheront toujours. Donc, il y aura toujours des opportunités de créer une activité. Donc, si ces entreprises qui sont déjà sur place à cause de leur coût de structure, donc le niveau où elles sont déjà arrivées, elles ne peuvent plus supporter des gens, l'opportunité de créer de nouvelles n'est pas du tout fermée. Donc, il vaut mieux d'ailleurs être en train de développer quelque chose le temps que la crise finisse. Et puis, on se lance à la sortie de la crise. Donc, pour nous, c'est de dire, vous avez un peu plus de temps, plutôt que de rester à la maison et pleurer sur son sort. Rejoignez-nous, on vous met ensemble, 2, 3, 4, 5 personnes. On vous aide à trouver un projet. On va structurer le projet ensemble, trouver le financement de ce projet. Et puis, vous devenez entrepreneur. Donc, vous n'avez même pas de vacances. Quand vous quittez votre boulot, là, venez, on commence tout de suite des ateliers pratiques. On trouve des concepts qu'on développe avec vous. Vous avez les compétences. Donc, pourquoi ne pas les mettre à profit? L'idée, c'est Merci. En tout cas, merci pour votre temps, Monsieur Touan. Alors, nous arrivons au terme de notre webinaire de ce jour. Je vois que les questions continuent de s'enchaîner. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme et nous ne pourrons pas continuer, mais nous pourrions continuer les échanges sur notre page LinkedIn, Novo Job West Africa. Cette slide, la présentation, elle est disponible en téléchargement là et les informations par rapport au centre d'entrepreneuriat dans l'entrepreneuriat pratique. CEP et Sarment seront disponibles sur nos pages et pour tous ceux qui aimeraient bien valider leur idée d'entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat participatif, utiliser vraiment cette méthode, je vais dire, un peu plus sûre et bien structurée pour arriver vraiment à valider leur business model avant de se lancer, pourront entrer en contact avec M. Touan et son équipe, le centre d'entrepreneuriat pratique, CEP et Sarment. Alors, Monsieur Touan, votre mot de fin. Seul, on peut réaliser des succès, des exploits, on peut transpirer,
mais on sait tous qu'ensemble, on peut faire beaucoup mieux que quand on est seul. Donc, à deux, on est toujours plus efficace. Donc, nous, on encourage tous nos confrères à penser plus collectif que de croire que tout seul, voilà. Il ne faut pas chercher à manger seul. Voilà. On va faire simple. Il ne faut pas chercher à manger seul. Il faut chercher à travailler ensemble et on va manger ensemble. Il ne faut pas chercher même à manger d'abord. Il faut chercher à travailler ensemble et puis on va manger. D'accord. Super. Ensemble, on est fort. Ensemble, on peut réaliser beaucoup de choses. Et je crois que c'est le moment de mettre et de faire jouer, de mettre ensemble, de faire jouer toutes les synergies. Et c'est ainsi que je pense que l'Afrique va se développer. Nous croyons au potentiel des jeunes Africains, nous croyons au talent des jeunes Africains. Et ces talents ne doivent pas être seulement mis au service des emplois salariés, même aussi, cela doit être mis au service de l'emploi, de l'auto-emploi. Et je pense que des solutions comme celles que le Centre d'entrepreneuriat pratique Simple et Sarment propose sont à étudier, sont à prendre au sérieux pour que justement on puisse créer des futurs champions, des futurs capitaines d'industrie pour s'attaquer réellement au problème du chômage dans nos États de l'Afrique subsaharienne, parce que tant qu'il y a la création d'entreprises, on n'aura pas résolu, on ne pourra pas s'attaquer durablement au problème du chômage. Ceci dit, merci d'avoir participé à ce webinaire Carrière de Nouveau Job. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Faites très attention à vous, respectez les gestes barrières. La pandémie continue de s'étendre et nous souhaitons de nous retrouver là très vite, en tout cas pour un autre webinaire. Merci à tous. Merci, Monsieur Toit. Merci à vous. Merci. Au revoir.